Je vais vous parler en effet d'évolution du climat. Et comme dans toute discipline scientifique, mon impression, mon attitude, qui n'est pas très originale, c'est que le travail repose sur 3 pôles essentiels: l'acquisition d'observations ou, dans certaines disciplines, la réalisation d'expériences, de laboratoires ou d'expériences au sens large, la théorisation, la formulation d'une théorie qui peut utiliser les outils mathématiques, mais pas forcément, et désormais la construction de modèles informatiques avec la puissance extraordinaire et la rapidité des générations d'ordinateurs modernes. On est capable de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et je vous donne pratiquement une de mes conclusions en introduction: c'est d'un aller-retour permanent et équilibré entre ces 3 pôles que dépend, à mon avis, au moins en partie, le succès de toute entreprise scientifique et en particulier de la recherche sur le climat. La recherche sur le climat, la climatologie, est une science jeune, extraordinairement pluridisciplinaire, qui s'est formée dans sa version actuelle au cours des dernières décennies et qui rassemble un très grand nombre de chercheurs qui, très souvent, n'ont pas commencé comme climatologues, mais sont venus de disciplines différentes, de la physique, de la chimie, des mathématiques, de la biologie, des sciences de la vie et maintenant de presque toutes les disciplines. Évidemment, de jeunes générations de chercheurs sont formés désormais dans des programmes de climatologie, mais c'est une science un peu particulière. Et mon analyse, une des analyses que je vous proposerai aujourd'hui et que je proposerai au débat, c'est que pour diverses raisons qu'on peut comprendre, je juge qu'il y a un certain déséquilibre entre l'attention qui est donnée désormais aux résultats des modèles informatiques, le temps et l'énergie qui sont passés à en tirer des prédictions ou des post-dictions, et la qualité et la confiance qu'on peut avoir dans les observations qui sont recueillies et sur lesquelles doivent s'appliquer ces modèles. Et pour compenser ce que moi je trouve, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, être un déséquilibre aujourd'hui entre ces 2 pôles, je passerai l'essentiel de mon temps à vous parler d'observation et à vous dire que là, comme dans d'autres domaines, il est essentiel, malheureusement pour chacun de ceux d'entre nous qui veut entrer dans le débat, de regarder un peu ce que valent les observations, les incertitudes, quelle confiance on peut avoir dans ce qui nous est ensuite construit comme théorie à partir de ces observations. On va regarder ça d'abord à l'échelle globale, puis à une échelle un peu plus régionale. Mais avant de commencer, je reprends une diapositive que je trouve très instructive, qui a été présentée dans une de ces conférences par Richard Lindzen, et qui est la suivante. Pour l'un des indicateurs qu'on utilise fréquemment, ce n'est pas le seul, et loin de là, pour décrire les évolutions de la météo ou du climat, le climat étant pour l'instant grossièrement défini comme la moyenne de la météo sur 30 ans. N'oubliez jamais que c'est la définition généralement acceptée dans la plupart des traités de climatologie et des cours que suivent nos étudiants. Eh bien, ces données ne se réduisent pas à la seule température de l'atmosphère, température qui dépend de l'altitude, qui dépend du lieu, température au-dessus des zones maritimes, température au-dessus des zones continentales, mais aussi la pression, les précipitations, la vitesse du vent, l'ensoleillement. Il y a tout un tas de paramètres et évidemment, c'est l'ensemble qu'on doit étudier. Il n'en va pas moins que la température, qui ne se suffit pas à elle seule, est très souvent celle qu'on met en avant. C'est la plus facile à faire passer, à faire comprendre. Et rien qu'à partir de ça, on peut dire beaucoup de choses. Et on peut dire beaucoup de choses, me semble-t-il, sans avoir toujours besoin de faire des calculs compliqués. Dans la partie gauche de la figure, avec une échelle que vous arrivez peut-être à lire, qui est une échelle en degrés, où il y a une marque horizontale tous les 2 degrés Celsius ou Kelvin, comme vous voulez, vous avez la base des données de 1850 à cette époque-là à 1990, chaque point représentant la valeur moyenne annuelle de la température dans une station météo. Donc vous voyez ce que ça représente. Ont été moyennées les différences entre le jour et la nuit, entre le printemps, l'été, l'hiver. Vous voyez que chacun de ces points représente une variabilité dont vous savez qu'elle s'étend sur plusieurs dizaines de degrés, c'est-à-dire que chacun de ces points est la moyenne d'une variabilité qui s'étendrait au premier étage de cet édifice et qui descendrait à la cave sans aucun problème, à des dizaines de degrés. Et là, vous avez une variabilité de l'ordre de 3 degrés environ. Vous voyez tous les points obtenus à partir des données à un certain moment de la construction de cette base de données. À partir de là, vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose et ce qu'on fait, c'est qu'on va faire passer un filtre. On va calculer la valeur moyenne sur une certaine période et le calcul de cette période n'est pas gratuit et on va regarder quelle est l'évolution de la température moyenne et puisqu'on a toutes les stations, ça sera la température moyenne de la basse atmosphère du globe entier. Du globe entier, si on a suffisamment de couverture de stations en mer, ce n'est pas forcément le cas et ça peut poser problème. Et donc cette moyenne, vous la voyez à droite. Bon, c'est la moyenne
d'un auteur sur une base de données il y a quelques années, mais les courbes les plus à jour que je vous montrerai sont tout à fait de la même nature. Et donc le fameux réchauffement climatique, il est entièrement, pour la partie observée, à l'intérieur de la courbe que vous voyez là. Les deux courbes, à gauche et à droite, sont représentées avec la même échelle. Il est très rare qu'on vous représente cette courbe de droite à cette échelle-là, on vous la représente à cette échelle-là. C'est exactement la même, on a simplement dilaté pour qu'on y voit mieux, et l'échelle, vous voyez maintenant, elle est tous les 0,2 degrés Celsius. Vous y retrouvez que même en ayant fait la moyenne de centaines de stations pour le globe entier pour des années entières, le résultat est encore lui-même extrêmement variable. Cette variabilité est de l'ordre de 1,5 degré, vous le voyez ici, et vous pouvez distinguer des périodes, je ne suis pas sûr que mon point rouge soit très visible, pendant lesquelles on a l'impression qu'à l'échelle de quelques décennies, qui est l'échelle du climat, la température baisse. Elle monte assez rapidement entre 1910 et 1940. Sur cette base de données-là, elle descend entre 1940 et 1970, puis elle redémarre. C'est le début des 30 années qui ont été particulièrement importantes pour la définition du réchauffement climatique et pour les conclusions prises par le groupement d'études du climat dont parlait notre modérateur tout à l'heure. Et c'est cette courbe, sous diverses versions, dont je vais vous parler. Mais la première chose que je voudrais vous dire, c'est que ces courbes sont malheureusement pour nous, et elles sont les meilleures qu'on puisse obtenir, mais le degré de certitude qu'on peut avoir sur elles n'est pas évident. D'abord, sur chacune de ces figures et sur chacun de ces points, devrait figurer, et c'est très rarement le cas, la variance ou l'incertitude sur chacune de ces données. Vous verrez des figures sur lesquelles cette variance figure. Donc, quelle est la précision de chacun de ces points? C'est la première chose nécessaire pour savoir si cette variabilité totale qui vous fait partir, vous voyez, de moins 0,2 pour arriver à plus 0,4, c'est-à-dire en gros 0,6 degrés Celsius, voilà l'ampleur. Ça ne veut pas dire que ça soit négligeable du tout. Vous voyez qu'on est en train de manipuler des grandeurs petites et qui ne sont pas si faciles que ça à mesurer de façon cohérente, d'autant plus que la couverture a beaucoup varié pendant toute la période qu'on étudie. Vous avez ici le nombre d'observations à partir duquel sont construites ces courbes. Vous voyez que, alors comme c'est multiplié par 100 000, nous avons un nombre non négligeable d'observations dans les années 1850, mais vous voyez exponentiellement augmenter la base de données et la couverture du globe. Ici, vous voyez à peu près le globe couvert en entier. Vous voyez qu'avant 1930, la moitié du globe n'avait aucune mesure. Et qui plus est, la distribution des stations change au cours du temps. Quand on étudie un phénomène à long terme, on sait qu'il ne faut pas changer d'observatoire, il ne faut pas changer d'instrument, et si on change d'observatoire et d'instrument, il y a des méthodes pour raccrocher les données entre elles et corriger. Bien évidemment, les chercheurs essayent de le faire à chaque fois au mieux possible, juste pour vous montrer que ce n'est pas évident et que j'ai quant à moi les plus grands doutes pour penser qu'on connaît la température des dernières dizaines d'années avec une précision aussi bonne que celle des dizaines de premières années, alors que dans les rapports internationaux, la température moyenne déduite de ces données est présentée avec une incertitude qui est de 0,1 degré Celsius en l'an 2000, de 0,15 degré Celsius en 1850, à peine plus mauvaise. Ça fait partie des choses qu'à ce jour, bientôt 10 ans après avoir commencé à travailler sur le sujet, je ne sais pas expliquer et dont je n'ai pas réussi à obtenir d'explication complètement satisfaisante. Voilà une des figures qui a été essentielle, peut-être pas pour les scientifiques, mais pour les décideurs politiques et leurs conseillers qui ne doivent pas lire les 1000 pages du volume scientifique du rapport que, en gros, tous les 5 ans produit ce groupe de chercheurs mondial, mais un résumé de quelques pages dans lequel figure cette figure qui frappe les esprits, qui m'avait frappé moi-même. Vous y voyez, fort peu visible à cause de la diapo, une carte du monde avec un contour des continents, et sur chaque continent, vous avez la valeur moyenne de la température observée tous les 10 ans dans le dernier rapport du GIEC qui a été publié en 2007. GIEC en français, IPCC en anglais. J'avais choisi de mettre volontairement des transparents en anglais pour le cas où dans la salle, et je crois qu'il y en a, il y a des personnes qui soient plus à l'aise avec l'anglais qu'avec le français. Comme ça, j'espère que j'atteindrai les deux publics. Vous voyez en haut donc ces courbes-là, et vous voyez des nuages bleus et roses sur chacune de ces courbes, puis vous voyez la moyenne globale en bas à gauche, la moyenne pour toutes les terres émergées au milieu, la moyenne pour tous les océans du globe à droite. Dans pratiquement tous les cas, vous voyez que le nuage bleu est à peu près horizontal, que le nuage rose grimpe à partir des années 1970 et que le rose et le bleu semblent se détacher clairement l'un de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ces nuages ? Le nuage bleu, c'est l'ensemble de tous les modèles informatiques calculant tous les effets qu'on pense avoir compris qui agissent sur le climat, le gaz carbonique, effet de serre,
sans le gaz carbonique justement, avec les volcans, le soleil, tout ce qu'on pense avoir compris des mécanismes naturels de fonctionnement du climat. Et en rose, c'est la même chose en rajoutant le seul effet de serre tel qu'il est compris actuellement et tel qu'il est évidemment rédigé dans ces programmes informatiques. Quand vous voyez cette figure-là, vous n'avez guère de doute, vous vous dites, il me faut le gaz carbonique pour expliquer ce réchauffement climatique, et ce réchauffement climatique paraît anormal presque à toutes les échelles. S'il n'est pas absolument évident en Amérique du Nord, il est évident dans toutes les courbes globales que vous voyez en bas. Il commence à se manifester, en particulier en Europe. En ne voulant pas passer trop de temps pour résumer une longue histoire dans le temps dont je dispose, je vous dirais que nous avons essayé il y a des années d'obtenir les données qui avaient servi à établir ces courbes, en particulier parce qu'il y a très peu de centres, il y en avait 3 à l'époque, il y en a 4 aujourd'hui, qui faisaient la collection de toutes les données et construisaient ces courbes mondiales. Et notre impression était qu'en construisant des courbes qui sont faites à partir de données moyennées dans des périodes d'1 mois sur des carrés de 500 km de côté, cette moyenne était trop grande pour pouvoir saisir un certain nombre de phénomènes pour lesquels il nous semblait en particulier que l'échelle de la journée était essentielle. Nous avons donc recommencé ce calcul et vous voyez ici, sous la courbe nord-américaine et sur la courbe européenne, les courbes que nous avons obtenues à partir de 150 stations dans lesquelles nous avons des données tous les jours, sans trou, avec minimum, maximum, moyenne et valeur journalière de la température. Et puis vous avez la courbe équivalente pour 44 stations d'Europe occidentale. À notre grande surprise, la courbe en bleu que vous voyez doit être comparée à la courbe noire qui est en dessus. Il y a des ressemblances incontestables. Les échelles horizontales et verticales sont les mêmes, mais par exemple, cet énorme maximum de température, maintenant très bien reconnu aux États-Unis, est absent et sortirait complètement et des courbes roses et des courbes bleues. Donc les données nord-américaines ne sont pas compatibles avec les modèles tels qu'ils étaient synthétisé en 1997, et qui plus est, ça nous paraît important, la variabilité le record de température, toutes années confondues, c'est pas très important, mais c'est 1930, ce n'est pas dans les 10 dernières années, les 10 premières années du XXIe siècle, c'est tout proche, hein, mais la météo américaine a reconnu que l'année 30 avait été la plus chaude aux États-Unis. On peut s'étonner que la montée de la courbe soit exactement de la même valeur, la même pente et la même rapidité dans les 30 années du réchauffement climatique et dans les 30 années 1910 à 1940, alors que la croissance du gaz carbonique était beaucoup plus faible qu'elle ne l'est actuellement et elle continue, vous le savez, à s'accélérer. Enfin, il nous paraissait très important de constater que plutôt qu'une sinusoïde, une courbe en segment de droite séparée par des changements de pente assez brusques était une bonne représentation des données. Pour ceux d'entre vous qui êtes familiers de ce qu'on appelle les modèles non linéaires, il y a beaucoup de systèmes complexes qui fonctionnent comme ça, en avançant sur leur aire et puis en changeant de mode de fonctionnement assez brutalement. Si c'est vrai, c'est un élément important qu'on ne distinguait pas vraiment dans le dessin supérieur. Deuxième surprise, la courbe européenne, également vaguement semblable à celle qui est représentée dans le rapport du GIEC, est en fait très différente, et nous avons vérifié depuis plusieurs fois que si vous prenez les données de température européennes ou de France, si vous vous limitez à la France, ça revient à peu près au même, de 1900 à 1986, vous n'avez aucun réchauffement climatique. Le réchauffement est quasiment une marche d'escalier qui se fait en quelques mois ou quelques années au plus autour de 1986 et s'établit sur un nouveau palier. Donc oui, il y a un réchauffement climatique à la fin du XXe siècle par rapport au début, mais il n'a pas la même forme du tout et on se demande comment il se fait que les formes qui sont ici se ressemblent assez, alors que là, elles ne se ressemblent pas. Et on constate que les courbes recalculées avec beaucoup plus de soin qu'elles n'ont été calculées ici sortent des modèles et donc, d'une certaine façon, si on fonctionne comme on fonctionne toujours en recherche, invalident en partie ces modèles et donc ne permettent pas de juger qu'ils expliquent suffisamment les observations, ni qu'on peut s'en servir pour extrapoler au siècle qui vient. Un des aspects très importants, c'est de regarder les données sur la beaucoup plus longue durée. Nous, en géosciences, on a besoin de regarder les données à l'échelle de la décennie, du siècle. Plusieurs décennies, c'est le climat. Le siècle, le millénaire, jusqu'aux millions d'années avec un S et même aux centaines de millions d'années. Il y a maintenant des chercheurs qui travaillent à toutes ces échelles de temps. Je n'ai le temps ici et encore que de vous montrer l'échelle du millénaire. Voici une courbe très célèbre qui a été produite par le chercheur Michael Mann et ses collègues dans les années 90 et qui représente l'évolution de la température moyenne du globe en degrés Celsius. Vous avez une amplitude ici d'1 degré entre le bas et le haut du diagramme. Et vous voyez cette fameuse courbe en crosse de hockey, vous voyez pourquoi on l'appelle comme ça. Les données orangées sont des données instrumentales à partir de thermomètres dans les stations autour du monde telles qu'elles étaient disponibles. On ne peut pas remonter avec cette série-là bien avant 1900,
Mais avant, on dispose heureusement de ce qu'on appelle dans notre jargon des proxys, des indicateurs de la température qui doivent être étalonnés évidemment. Et ici, l'indicateur principal qui est utilisé, c'est l'épaisseur des cernes d'accroissement des arbres, avec une collection d'arbres aussi riche que possible, couvrant tous les climats, le monde entier. Et vous vous doutez que ça n'est pas le cas. C'est un travail sans arrêt remis sur le chantier avec des données nouvelles. Là, vous voyez des incertitudes qui sont figurées et le raccrochage entre les courbes orangées et vertes, qui est l'étalonnage des observations des arbres par rapport aux observations de température. Vous voyez là que vous n'avez aucun doute que le réchauffement climatique du XXe siècle est d'une amplitude et d'une vitesse exceptionnelles, et ce sont les conclusions avec lesquelles on a longtemps vécu. Or, c'est faux. Et c'est faux de façon démontrée par des chercheurs du même niveau, de la même formation et publiant dans les mêmes revues. Ainsi, cet article de 2007 de Moberg dans Nature discute longuement la courbe de Mann en expliquant pourquoi elle est biaisée, ce qui n'est pas, en science, corriger quelque chose et faire avancer la connaissance ne nécessite pas que l'auteur qui avait produit ce diagramme-là soit un escroc ou un imbécile. C'est un chercheur, a priori, qui a fait le mieux qu'il pouvait avec sa compréhension du problème à ce moment-là. Ce que Moberg a compris, c'est que les arbres sont, dans notre jargon, des filtres passe-eau. C'est-à-dire que quand les variations du climat ou de la météo sont rapides, l'épaisseur, précipitation ou température, le changement de l'épaisseur du bois, du cerne, est rapidement enregistré. Mais quand vous restez dans une période chaude ou sèche pendant des dizaines d'années, l'arbre, qui est un être vivant, s'y adapte, et avec son métabolisme, il élimine cet effet-là et il s'y ajuste. Et le résultat, c'est que quand on ne se sert que des anneaux des arbres, eh bien, on a enlevé les variations de longue période. Moberg a eu l'idée d'utiliser un autre indicateur, un autre proxy. On en a un quasi spécialiste dans cette salle qui est Bruno Hamelin, il y en a peut-être d'autres, c'est-à-dire un géochimiste. Et les géochimistes isotopistes, à partir des isotopes de l'oxygène, ont montré qu'on pouvait également enregistrer la température dans les sédiments, mais avec une beaucoup moins grande résolution que dans le cas des arbres, mais avec de bien meilleurs résultats sur les longues périodes. Et en mariant les résultats de carottes répartis à la surface du globe et des arbres, Moberg a corrigé la courbe de Mann et obtenu la courbe du haut, dans laquelle vous voyez réapparaître des variations de beaucoup plus longue période, et vous retrouvez des choses qu'au moins en Europe, les historiens du climat, comme Leroy Ladurie, connaissent bien, l'existence d'un petit âge glaciaire et l'existence d'un optimum climatique médiéval autour de l'an 1000, et on nous rebat les oreilles, et vous le connaissez cet argument par cœur, du Groenland, baptisé Terre verte, où les Vikings se sont installés. Il ne faut pas croire que c'était le climat qu'on a en ce moment, même en cette période de début de printemps à Aix. C'était probablement un peu ardu, mais ça permettait d'avoir des villages, d'élever des vaches, de faire de l'agriculture, et la glace, la couverture de glace y était certainement inférieure et non pas supérieure à la variation actuelle. Évidemment, le gaz carbonique ne peut avoir eu aucun rôle en termes de variation à cette période-là, et l'interprétation qu'on en donne et qu'accepte presque tout le monde, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui contestent encore l'existence de cet optimum climatique, sa valeur globale, et de tout ça, je pourrais essayer de vous répondre dans le débat si ça vous intéresse. Je crois, quant à moi, que plus le temps avance, plus cette courbe est justifiée. Elle montre des températures en l'an 1000 qui ne sont pas incroyablement différentes des températures actuelles, et un cycle qu'on ne peut interpréter à cette échelle-là que comme étant dû au Soleil. Presque tout le monde dans les climats, quelle que soit sa position par rapport au réchauffement actuel, reconnaît que le Soleil est le pilote principal des variations climatiques, de l'échelle des millions d'années au cycle de Milankovitch jusqu'à l'échelle que vous voyez ici. C'est vers 1950 que les tenants de l'hypothèse du CO2, du réchauffement anthropogénique dû au CO2, pensent que le Soleil n'est plus la source principale, mais la source secondaire des variations du climat. Un résultat plus récent, mais je pense que je suis obligé d'accélérer un peu, dans un remarquable travail d'un spécialiste de dendrochronologie nordique, je crois qu'il est suédois, mais j'en suis pas sûr, montre, regardez simplement la courbe en bas à droite, ayant calculé auparavant une courbe sur 2500 ans, de l'an 500 à l'an 2000, une courbe de température qui montrait un peu la courbe de Hocquet de Mann et qui semblait la confirmer, il s'est aperçu qu'il y avait un biais dans les données, dans la base de données, et qu'en fait, les arbres ne fabriquent pas leurs anneaux de la même façon en fonction de leur âge. Les arbres jeunes fabriquent des anneaux beaucoup plus épais que les arbres anciens, et quand votre collection d'arbres contient trop d'arbres jeunes, ça entraîne une erreur. Si vous prenez au contraire la densité du bois, ce qu'il a fait en radiographiant tout simplement des tranches d'arbres, vous voyez que la densité du bois est presque constante en fonction de l'âge de l'arbre, et quand on corrige de ce meilleur proxy,
on voit qu'il y a un réchauffement climatique, mais qu'il devient d'une amplitude et d'une signature totalement semblables. Et il semble bien que plusieurs fois dans les 1500 dernières années, on ait été dans des conditions semblables aux conditions actuelles. Alors cette courbe est valable seulement pour le nord de l'Europe, le problème étant qu'on n'a pas beaucoup d'endroits dans le monde dans lesquels on a des courbes de cette résolution-là. Après vous avoir montré partie numéro 1, comme vous le disait notre modérateur, je voudrais vous raconter un peu ce que nous avons fait. Nous sommes partis de l'hypothèse qui a toujours été la nôtre, dite du rasoir d'Occam, qui consiste à dire qu'il faut d'abord chercher une solution simple avant de chercher à la compliquer. Puisque tout le monde est d'accord pour dire que jusqu'en 1950, c'est le Soleil qui domine dans l'évolution du climat, nous testons l'hypothèse qui consiste à dire que c'est toujours le Soleil qui domine dans le climat. Et si nous sommes obligés de montrer que c'est faux, et c'est parfaitement possible, alors nous devrons chercher une autre source qui peut très bien être, et c'est une très bonne hypothèse, le gaz carbonique d'origine naturelle ou d'origine anthropogénique. Ce qui nous a paru curieux quand on a commencé à travailler, c'est que l'hypothèse CO2 était tellement présente à l'esprit majoritaire, et ça se voit bien dans le rapport du GIEC et dans la plupart des colloques de l'époque, il y a quelques années, les choses sont en train, à mon avis, d'évoluer un peu, eh bien, le Soleil était non seulement considéré comme secondaire, mais les effets du Soleil, on nous disait même, on ne les voit pas. C'est très difficile, on n'arrive pas à les extraire. Et donc notre travail à nous, d'ajout à cette base de données, quelle qu'en soit l'interprétation dans le futur, c'est des observations, oui ou non, puis-je montrer l'influence du Soleil sur des événements de nature climatique de façon qui soit tout à fait claire. Et nous n'avons pas cessé d'accumuler, à travers une quinzaine d'articles publiés dans les revues internationales selon les méthodes normales, ce qui fait qu'il y a 10 ans, on pouvait nous dire que nous n'étions pas experts, mais maintenant, on a une quinzaine de papiers dans les revues comme tout le monde, eh bien, nous avons découvert des effets solaires tout à fait importants et démonstratifs. C'est cela que je vous passe en revue, simplement un petit sous-ensemble. D'abord, il nous faut un proxy de l'activité du Soleil. Eh bien, le proxy qu'on utilise, c'est le nombre de taches solaires connu depuis le développement du télescope par Galilée, et dont vous voyez ici les célèbres cycles de 11 ans en noir. Ce qui nous intéresse pour le climat, c'est des périodes plus longues que 11 ans, et donc c'est l'enveloppe de ces courbes, dont vous voyez qu'elle a varié énormément, et qui, il se trouve, a eu une forme très particulière au cours du XXe siècle, une montée rapide, une descente, une remontée, et depuis une dizaine d'années, une redescente. On pense même maintenant, et nous avons, et beaucoup d'autres astrophysiciens du Soleil ont des résultats récents, on pense qu'on est en train de s'écrouler dans l'activité du Soleil et qu'on est en train de retourner vers un minimum analogue peut-être à celui qui s'est produit dans les années 1820, qu'on appelle le minimum de Dalton. Certains auteurs astrophysiciens pensent qu'on est peut-être en train de descendre dans un minimum comme celui de Maunder à l'échelle de 50 ou 60 ans, minimum qui est généralement associé avec le pire épisode du petit âge glaciaire, et donc un refroidissement majeur du climat lié à cette inactivité du Soleil. Une activité exceptionnelle du Soleil liée par hasard à la période où le réchauffement climatique est le plus important. Une chute de du Soleil depuis quelque temps, dont on verra si elle est importante. Bon, je suis obligé d'accélérer pas mal, et je vous en demande pardon, mais vous pourrez faire revenir éventuellement dans le débat des sujets techniques. Voici, regardez à droite, deux courbes que nous avons obtenues. Sachez simplement que la courbe de bleu ne connaît que l'activité du Soleil au cours du XXe siècle, de 1900 à 2000. La courbe verte ne connaît que les températures de Hollande. Et vous voyez une corrélation absolument excellente. Il est clair que la valeur moyenne de la température en Hollande à tout moment connaît l'état d'activité du Soleil et d'une certaine façon lui est proportionnelle. Deuxième exemple, les climatologues ont identifié depuis 1970 dans l'océan Pacifique une de ces nombreuses oscillations dont certains d'entre vous ont entendu parler. Celle-là n'est pas la plus connue, c'est l'oscillation de Madden-Julian. Il y a une espèce de système climatique particulier, évaporation au-dessus des Philippines, transport vers l'ouest, pluviosité sur l'océan Pacifique Est, qui a une pseudo-périodicité dans des gammes de périodes de 30 à 80 jours. Voilà les indicateurs que les climatologues ont réussi à construire à partir de cette oscillation. C'est l'indicateur d'une oscillation océanique atmosphérique couplée climatique. Eh bien, voici ces mêmes courbes superposées au cycle du Soleil. En 3 cycles du Soleil, ça fait donc seulement, hélas, une trentaine d'années, vous voyez qu'il y a une corrélation extrêmement forte. Si vous prenez ensuite les stations météo dans lesquelles on a les enregistrements les plus longs et les plus continus, par exemple les stations, il n'y en a pas beaucoup, de Prague, de Bologne et de Uccle. Ni Paris ni Londres, par exemple, qui ont la réputation d'avoir des séries longues, n'en ont de cette qualité-là. Et si vous faites la moyenne de la variation de la température dans l'année, entre le 1er janvier à gauche de chacun de ces dessins et le 31 décembre à droite,
et que vous faites la moyenne de toutes les années où le cycle solaire était plus que la moyenne, vous avez les courbes rouges, moins que la moyenne, les courbes bleues. Vous voyez sur la courbe du bas qui est agrandie une différence de 1 degré Celsius, même ordre de grandeur que tout le réchauffement climatique du XXe siècle. La distribution annuelle de la température du 1er janvier au 31 juillet dans ces 3 stations, c'est si elle est en période d'activité forte du soleil ou faible. La démonstration est difficile à éviter. Le plus joli est le dernier résultat que je vous illustre, que nous ayons obtenu, parce qu'il est proche de ma discipline d'origine, qui est la géophysique de la Terre solide, c'est d'avoir étudié la vitesse de rotation de la Terre, ou si vous préférez, la longueur du jour. Vous savez tous que le jour fait 86 400 secondes. Certains d'entre vous savent qu'il n'est pas constant, il y a des irrégularités qui se mesurent en millisecondes à nanosecondes. On sait très bien mesurer cette grandeur depuis les années 60. Ce que nous avons fait, c'est d'extraire une partie de l'énergie qui s'appelle la raie de 6 mois, qui est une des raies les plus fortes de ce signal. Donc il y a une modulation de la longueur du jour que vous ne sentez pas. Pourquoi vous ne la sentez pas? Parce qu'elle fait 0,3 millisecondes. Mais elle est connue avec une précision qui est celle du dessin que vous voyez ici, c'est-à-dire des millièmes, des microsecondes. Et vous voyez ici, depuis 40 ans, l'évolution de cette composante de la longueur du jour. Si on s'amuse à prendre l'évolution du nombre de taches solaires, toujours le cycle de 11 ans, qu'on le retourne et qu'on le décale d'1 an, on a une corrélation presque parfaite. Mais vous allez dire, vous truandez les trucs là. Vous retournez, vous décalez d'1 an. Pourquoi? Eh bien, les astrophysiciens savent depuis longtemps qu'une des caractéristiques des rayons cosmiques qui sont mesurés en permanence dans un certain nombre de stations à la surface du globe, ils sont déphasés et décalés d'1 an. Et si vous prenez à l'observatoire de Huancayo au Pérou le nombre de rayons cosmiques des 40 dernières années, vous avez une corrélation là qui nécessite aucun tripatouillage de signes et de décalage. Donc, remarquable corrélation entre la vitesse de rotation du jour et les cycles des tâches du solaire. Comment est-ce que les tâches du Soleil peuvent faire quelque chose à la rotation de la Terre? Soyez patients, je vous le dirai dans un petit moment, quand, troisième et dernière partie de mon exposé, je vous aurai parlé un peu des mécanismes. Voilà une diapo qui se trouve dans tous les cours de la discipline, où on vous montre que nous recevons à chaque instant, en moyenne dans la haute atmosphère, 342 watts par mètre carré. Il se trouve que pour une fois, c'est une grandeur facile à visualiser. 3 ampoules de 100 watts dans un mètre carré, tout le monde voit à peu près ce que ça représente. 47% est absorbé par la Terre, réémis sous forme d'infrarouge, absorbé par les nuages, les gaz à effet de serre, le plus puissant des gaz à effet de serre qui est la vapeur d'eau, réémis en partie vers le haut, vers le bas, c'est l'effet de serre, mais il y a également une partie non négligeable qui est renvoyée par le sommet des nuages, un peu comme un miroir, 26%, 80 watts par mètre carré. Malheureusement, nous n'avons pas de proxy des nuages. Nous ne savons pas avant les satellites, c'est-à-dire avant les années 70, de combien a varié la couverture nuageuse du globe. Cette couverture nuageuse, si elle avait varié de 10% en un siècle, elle aurait fait varier le forçage radiatif de plus de 4 watts par mètre carré. Or, le chiffre utilisé dans les programmes du GIEC pour calculer la courbe rose que vous avez vue, il est, quand le gaz carbonique aura doublé, ce qu'il n'a pas encore fait, par rapport au niveau pré-industriel, de 3,7 watts par mètre carré. Comme on pense avoir compris, les climatologues pensent avoir compris le fonctionnement du gaz carbonique et de l'effet de serre, ces 3,7 watts par mètre carré sont dans le programme. Comme ils ont raison de dire qu'on n'a pas encore compris le fonctionnement des nuages, les éventuels 4 à 8 watts par mètre carré qui sont là ne sont pas dans le programme. Ils ne peuvent pas y apparaître par magie. Et ça fait partie des erreurs normales. Si on montre que le Soleil n'a pas d'effet, c'est sans importance, mais si on montre qu'il a de l'effet, on comprend qu'on ne peut pas utiliser un modèle dans lequel on n'a pas mis cette information pour en sortir la négation des observations. Or, depuis qu'on a des satellites, on a mesuré les variations de la couverture nuageuse, et si vous voyez ici en bleu en particulier, de 1980 à 2005, 25 ans de variation de la couverture nuageuse en basse altitude, et en rouge, ces fameux rayons cosmiques mesurés à l'observatoire de Huancayo au Pérou. Le chercheur Sven Smark défend l'idée d'une excellente corrélation et donc d'un rôle de ces particules chargées que sont les rayons cosmiques quand ils atteignent les couches de l'atmosphère riches en eau, de nucléer les gouttelettes d'eau et de modifier la façon dont ces gouttelettes s'accrètent et donc de modifier la surface des nuages. Une autre théorie concurrente, qui est peut-être tout aussi vrai et qui est peut-être complémentaire, est due à un autre chercheur, Tinsley, et fait l'hypothèse que, alors qu'on sait que des courants électriques puissants circulent à 100 km au-dessus de nos têtes dans l'ionosphère et que ça engendre un champ électrique et une différence de potentiel de 250 000 volts entre là où vous êtes en ce moment, le niveau du sol et le niveau des nuages, eh bien, il circule en permanence un courant électrique de quelques picoampères par mètre carré dans l'atmosphère. Et ce courant, il est modulé par la variation du Soleil, et on sait qu'il est modulé de presque 100%. Il change d'un facteur 2.
Or, certains physiciens pensent que ces courants ont pour effet de charger positivement le sommet des nuages, négativement leur base, d'y changer le champ électrique. Ce champ électrique modifie la façon dont les gouttelettes d'eau s'accrètent entre elles, et donc on retombe sur les mêmes conséquences. Modification de la couverture nuageuse entraîne des modifications de l'énergie reçue par le système climatique. Et là, je vous donne la corrélation entre la rotation de la Terre, notre mécanisme, et les taches solaires, alors que ça a l'air d'avoir aucun effet. Les taches solaires modifient les rayons cosmiques ou l'ionosphère, qui modifient la couverture nuageuse, qui modifie l'énergie du système climatique. De l'autre côté, la rotation de la Terre solide sur laquelle nous sommes, par un théorème de conservation que beaucoup des gens que je vois, moins dans les premiers rangs, connaissent bien, et peut-être aussi dans les derniers rangs, eh bien, le moment angulaire étant constant, c'est que l'atmosphère tourne exactement de la quantité inverse. Et qu'est-ce que c'est que l'arrêt de 6 mois de ce moment angulaire? C'est l'intégrale de tous les vents zonaux, les vents qui suivent les courbes de latitude. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que le système solaire affecte la couverture nuageuse par un mécanisme encore hypothétique, de façon telle que tout le système des vents zonaux en est affecté. Si ce n'est pas une influence majeure, directe du Soleil sur le climat, la 4e que je vous montre parmi 10 que nous avons isolés, les bras m'en tombent. Or, aucun de ces mécanismes ne figure dans les modèles actuels parce qu'ils ne sont pas suffisamment compris. On n'est pas dans un état de développement de la discipline qui le permette. Dernier point que je voudrais illustrer, parce que j'ai entendu, et je sais qu'il y a des gens qui pensent autrement, je voudrais vous montrer les données, que vous alliez les chercher, les étudier critiquement vous-même, et il y a des tas de sites sur lesquels vous pouvez les trouver, c'est l'évolution de la température depuis 15 ans. Alors attention, je vous ai dit, comme les climatologues, qu'on définit le climat sur 30 ans. Si on fait ça très bien, je n'ai pas le droit de vous parler de 15 ans, sauf que vous avez remarqué que tout le monde vous parle des variations du climat, y compris à l'échelle de l'année, ce qui n'a aucun sens. Quand on vous dit que cette année est exceptionnellement froide, la précédente aussi, les 3 précédentes chaudes, ceux du chaud pour défendre le réchauffement, ceux du froid pour défendre le refroidissement, ça n'a aucun sens. Mais si vous vous imposez la moyenne de 30 ans, ça veut dire que depuis qu'on a des satellites, on n'a qu'un seul point. Donc on ne connaît pas les changements du climat. Donc on se balade entre les deux à cette échelle d'une quinzaine d'années inconfortable. Il est clair que quand on aura plusieurs dizaines d'années de plus, tout un tas de problèmes qui sont aujourd'hui hypothétiques seront clarifiés par l'obtention des observations qui seules nous diront la vérité de la nature. Il se trouve que dans 2 des plus importants centres de données, c'est ça que je vais vous montrer, ces figures sont non touchées. Voici les variations de la température depuis 1997 obtenues par le principal centre de données anglais. Et en dessous, le dernier en date des centres, qui est le centre de Berkeley, qui nous avons un hôte honorable qui nous parlera, je crois, demain, qui est professeur à Berkeley. Eh bien, voici le travail qu'ils ont obtenu. Vous voyez dans les 2 cas qu'il n'y a plus aucune variation de la température à cette échelle de temps depuis 15 ans. Alors, est-ce que ça va redémarrer? J'en sais rien, mais en tout cas, le réchauffement important des 30 années 1970-2000 a cessé depuis 15 ans. Ça pose problème, au point quand même que un des journaux qui soutient le plus et depuis le plus longtemps les positions du GIEC, qui est l'Économiste, dont j'ai extrait ces 2 figures, a publié il y a 10 jours, un article où il commence à s'inquiéter. Et beaucoup de journaux anglo-saxons s'inquiètent, très peu en France. Je pourrais vous faire un discours sur la façon dont les journalistes en France ne rapportent pas ces problèmes de la même façon qu'en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. C'est en soi déontologiquement intéressant. Toujours est-il que l'économiste, qui n'est pas suspect, eh bien, vous représente la température, les projections, et vous montre très clairement, bien que le dessin soit tout petit, que depuis 15 ans, on est dans un plateau et que ce plateau est en train de nous faire sortir des projections, on est en train de frôler les 95%. Et d'ailleurs, Jean Jouzel, qui est un ami de 30 ans, comme disait Raymond Barre ou Chirac, je ne sais plus lequel des deux, eh bien, Jean Jouzel me disait, si ça continue 10 ans comme ça, c'est qu'il a raison et qu'on se trompe. Alors, on n'y est pas encore, mais on est en train de frôler la sortie des prédictions à 95%. Alors, on verra, et c'est pour ça que je vous dis, le juge de paix, c'est les 10 années qui viennent. 10 années qui viennent que nous pensons pouvoir prédire pour des raisons liées au Soleil et liées au système climatique. Alors, je suis sûr que je suis en train de dépasser, donc je suis obligé d'aller un peu plus vite pour vous dire ceci. Voici l'évolution de la température depuis 150 ans sur la base de données anglaises, l'évolution du fonctionnement du Pacifique à travers une oscillation de l'océan Pacifique. C'est plus l'atmosphère, c'est l'océan, qui s'appelle la PDO, Pacific Decadal Oscillation. Un autre indicateur pour l'Atlantique, l'AMO. Vous voyez que les périodes où la température monte de façon quasi linéaire que nous avons proposé d'identifier corrèlent parfaitement avec les phases majoritairement positives de la PDO et majoritairement croissantes de l'AMO, et que cette corrélation se poursuit. Or,
un certain nombre de ces indicateurs, dont le soleil, sont devenus négatifs. Et donc la conclusion avec laquelle je vous laisse, mais je peux l'argumenter beaucoup plus, c'est si vous pensez que c'est le gaz carbonique qui est responsable du réchauffement et que vous ne regardez pas au-delà de 150 ans et que vous oubliez de regarder l'optimum climatique médiéval, c'est parfaitement licite de représenter une courbe comme cette exponentielle et de dire « voilà ce que je vous propose ». Je ferai remarquer, publié dans Science, que les 3 dernières révisions de la fourchette 2,5 degrés à 4,5 degrés que nous citons tous ont été des révisions à la baisse de 1 degré à 1,5 degré. C'est-à-dire que les gens du GIEC favorables à la vision sont en train de publier des révisions à la baisse dans les meilleures revues internationales. Mais l'idée alternative qui est la nôtre, c'est qu'en fait le système est un système chaotique, qui est un système dominé par l'océan, que ce sont les oscillations couplées non linéaires du Pacifique et de l'Atlantique qui conduisent le système et qui s'imposent à l'atmosphère, parce que la masse de l'océan et sa capacité calorifique sont tellement plus grandes que celle de l'atmosphère, que c'est l'atmosphère qui suit l'océan et pas le contraire. Et en suivant l'océan, eh bien, vous avez des périodes et des changements de phase et des changements de mode. Et comme vous le voyez sur ces données anglaises, on est sur un plateau, voire même sur cette courbe des Anglais, sur une légère descente, et que chacun des segments précédents a duré environ 30 ans. Une autre forme de prédiction, mais qui ne s'appuie pas encore sur un modèle mathématique complet, c'est que nous sommes partis pour un plateau, voire même une baisse de température pour les 15-20 ans qui viennent. Et à partir de là, je vous dirais évidemment, vous avez senti quelques légères différences avec le point de vue du très bel orateur de ce matin, et qu'en particulier, baser des politiques mondiales sur ça plutôt que ça, repose sur un tel degré d'incertitude que, à travers 3 diapositives de conclusion, et je termine, je vous rappelle cet équilibre majeur que je juge rompu entre observation et modélisation numérique, l'importance des incertitudes qu'on ne représente pas suffisamment souvent, la surestimation de la certitude des conclusions du GIEC, elles sont raisonnables, mais elles ne sont pas à 95%, vu tout ce qu'ont amassé des chercheurs comme moi. Oui, il y a réchauffement climatique dans les 150 dernières années, mais très hétérogène dans l'espace et le temps, pas sans précédent depuis 1000 ans. Il y a eu déjà des températures et des vitesses de refroidissement et de réchauffement analogues. Période de refroidissement aussi violente à la période où vous avez les célèbres peintures de la Hollande gelée avec tous les gens qui sont en train de faire du patin à glace. Les sources sont complexes et multiples, et nous pensons qu'il y a de plus en plus d'évidence pour voir jouer au soleil, non pas, comme vous le disiez en introduction, un rôle à 10%, mais un rôle dont j'ignore le pourcentage, mais qui nous paraît majoritaire, et qui fait que, rasoir d'Occam, il nous faut modéliser et montrer que ce système ne marche pas de façon démonstrative pour réintroduire une autre source. Si on dit à l'inverse que le gaz carbonique est responsable de 10 à 20%, ça ne m'étonnera pas, mais on revient à la politique dans le dernier, donc je dis toujours, j'enlève ma casquette de chercheur et je mets ma casquette de citoyen qui vaut ce que valent chacun des citoyens et sûrement pas plus. Je pense que la notion de consensus en science à laquelle je m'étais attaché est une notion gravement fausse et non opératoire, et je pourrais développer ça dans le débat. Et surtout, pour ceux d'entre vous qui êtes inquiets d'un certain nombre des choses qui se passent sur la planète, notre orateur de ce matin nous a dit qu'il faut donner de l'espoir. Je trouve qu'il n'en a pas donné beaucoup. Moi, je vous en donne. Je vous en donne, mais pas en tout. Je vous dis, arrêtez de vous préoccuper de ce problème comme si c'était le plus grave, car il en est d'autres, et bien plus graves. Et le problème de l'accès à l'eau potable, du traitement des déchets, de la pauvreté et de la faim dans le monde, voilà 3 problèmes majeurs qui, contrairement à ce qu'on vous dit souvent, n'ont rien ou presque rien à voir avec le réchauffement climatique. Le climat a toujours changé, l'homme s'y est toujours adapté, il n'y a pas de raison qu'il en soit autrement demain. Et nous, en géosciences, on peut former des jeunes à condition qu'on nous en donne les moyens pour attaquer, faire de l'écologie positive et non pas de l'écologie géniarde. Et l'écologie positive, c'est il y a des problèmes, je les identifie et je les résous. Et c'est avec des jeunes formés qu'on les résoudra. Merci.